Très bien. Nous allons reprendre. Donc, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent à distance. Je suis Stéphanie Guingamp, WACAB, responsable du pôle recherche et apprentissage au sein de la direction santé plaidoyer de Médecins du Monde. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'animer cette deuxième session. Les choses en médecine ne se mesurent et ne se considèrent que par leur sens et effet, disait Ambroise Paré. Durant cette deuxième session, qui est consacrée à la gestion des risques et aux politiques de prévention, nous aurons 3 présentations, une en anglais, donc je vous invite à vous munir des casques qui sont disponibles. Un temps de questions, comme durant la séance précédente, est prévu pour la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour ceux qui sont également en ligne. Notre première oratrice est Aurore Camier, docteure en épidémio, et elle occupe le poste de référente épidémiologie à Médecins du Monde. Elle nous présente les résultats des travaux portant sur l'étude de la pertinence de l'algorithme de dépistage du cancer du col de l'utérus dans le district de Bascui, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Aurore. Bonjour à tous, je suis Aurore Camier, référente épidémiologie chez Médecins du Monde, et aujourd'hui je vous présente donc cette étude sur l'algorithme de dépistage du cancer de col de l'utérus au Burkina Faso. Cette présentation a été réalisée en collaboration avec d'autres collègues de Paris et de Ouagadougou que je remercie, Audrey, Issaka, Najat et Joanne. Tout d'abord, quelques éléments d'introduction sur le cancer du col de l'utérus en particulier. C'est un cancer qui est fréquent et qui est pourvoyeur d'une grande mortalité dans les pays à faible niveau de revenus en particulier. Au Burkina Faso, c'est le deuxième cancer le plus fréquent, juste après le cancer du sein, donc deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, avec plusieurs centaines de décès recensés en 2020. Quelques mots dans cette introduction sur l'histoire naturelle de la maladie qui va permettre de comprendre aussi les stratégies de dépistage qui peuvent être mises en œuvre. Donc, ce cancer du col de l'utérus est dû dans plus de 99% des cas à une infection par un virus, l'HPV, pour Human Papillomavirus. Et en fait, c'est une infection qui est assez courante et qui, dans la majorité des cas, va être asymptomatique et va guérir spontanément. Dans environ 10% des cas, cette infection va persister plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à conduire à des lésions précancéreuses et finalement, après presque une décennie, à des cas de cancer. Et donc, les différentes stratégies de dépistage qui sont actuellement disponibles vont venir dépister le cancer à différents stades. Donc, on a notamment ce qu'on appelle l'IVA, pour inspection visuelle à l'acide. Donc, c'est une méthode de dépistage qui a comme avantage principal d'être peu coûteuse et qui a comme inconvénient, en revanche, un risque de surtraitement. Cette stratégie vient dépister les lésions qui peuvent être potentiellement précancéreuses. L'autre type de dépistage, c'est de directement venir dépister le virus, l'HPV. On sait qu'il est directement lié à la survenue du cancer du col de l'utérus. Donc c'est une stratégie qui fonctionne bien, qui a une forte sensibilité, ce qui veut dire qu'il y a très peu de faux négatifs. On passe à côté de très peu de cas. Les inconvénients, c'est qu'il y a quand même un risque de surtraitement puisque, rappelez-vous, dans l'histoire naturelle, un certain nombre de femmes vont en fait guérir spontanément de ce virus. Donc avoir le virus, ce n'est pas synonyme de développer le cancer.
Il y a également le frottis. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du frottis parce que dans cette présentation d'aujourd'hui au Burkina Faso, ça n'a pas fait partie des stratégies de dépistage envisagées. Mais il faut savoir que c'est une autre méthode de dépistage qui est très spécifique et qui va venir regarder spécifiquement les cellules du col de l'utérus. Et c'est une stratégie qui a été mise en place en France pendant des années. L'IVA, c'est la stratégie qui est en vigueur au niveau national au Burkina Faso. Et ce que Médecins du Monde a proposé dans le cadre de son projet, c'est d'associer en fait l'HPV et l'IVA pour en quelque sorte potentialiser les avantages de chacune des méthodes. Donc avec le test IVA en premier, puis en seconde ligne de dépistage, l'IVA. Donc grâce à l'HPV, on limite le nombre de faux négatifs, ce qui est quand même l'objectif principal d'un dépistage, ne passer à côté de personnes. Et grâce à cette deuxième ligne de dépistage, on limite aussi les faux positifs et donc le risque de surtraiter les femmes. Cette prise en charge proposée par Médecins du Monde, elle a déjà été évaluée dans le cadre d'études précédente, donc l'étude Paracao, qui a montré que c'était une prise en charge qui était acceptable et faisable dans ce contexte. Donc le projet qui propose cette prise en charge, il a débuté en 2019. C'est un projet pilote qui a été mis en place au sein de 9 centres de santé primaires en lien avec les hôpitaux de référence de Ouagadougou, avec un partenariat avec des organisations de la société civile et proposant un certain nombre d'innovations. Et notamment, j'attire votre attention sur le 4e point, qui est de proposer un traitement directement au niveau des centres de santé primaires. Et donc, l'algorithme de prise en charge dont il est question aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, avec une population cible sur un âge qui est identique à la stratégie nationale, donc pour toutes les femmes entre 25 et 55 ans. Et donc, de proposer ce test HPV comme voie d'entrée. S'il est négatif, la femme est invitée à recommencer ce dépistage et donc l'algorithme plusieurs années après. Si le test est positif, là, on passe à cette deuxième ligne de dépistage qui est le test IVA, donc inspection visuelle à l'acide. Si ce test est négatif, la femme est invitée à recommencer l'ensemble de l'algorithme un an après. Et s'il est positif, donc vous voyez, il y a plusieurs chemins possibles. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un traitement est proposé à la femme en fonction de l'étendue des lésions. Et pour la majorité de ces lésions, le traitement proposé peut avoir lieu dès le centre de santé primaire, donc au même endroit. Dans ce projet, ce qui est proposé aussi comme prise en charge, c'est que la femme ait accès à l'ensemble de l'algorithme en une visite. Donc au même endroit, le même jour, avoir le dépistage, donc le screen, le triage avec la deuxième voie de dépistage et aussi le traitement à la fin. Et ça fait partie aussi de la particularité de ce projet qui est proposé aux femmes. L'ensemble de cette prise en charge, donc de cet algorithme et de ce projet a été discuté et basé sur les recommandations de l'OMS, puis discuté et convenu aussi évidemment avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au moment de son lancement. Et en 2021, Médecins du Monde a proposé déjà de réviser cet algorithme, donc en se basant sur les recommandations de l'OMS, qui propose en fait de réaliser ce dépistage avec l'HPV à partir de 30 ans, et donc d'exclure les 25-29 ans de cet algorithme, et de commencer de dépister les femmes de 25-29 ans directement avec l'IVA. Mais les partenaires, et notamment les décisionnaires, souhaitaient des données scientifiques issues de la population burkinabé. Et c'est dans ce contexte qu'on a mené cette étude, qui était donc d'évaluer si l'algorithme proposé était pertinent pour la tranche d'âge 25-29 ans. Et donc, on a débuté cette recherche, on en a profité pour aussi explorer des objectifs secondaires, qui étaient notamment de savoir si cette stratégie en une visite était efficiente aussi, puisque ça fait partie des recommandations de l'OMS aussi, donc de proposer l'ensemble de l'algorithme en une visite. D'identifier les génotypes d'HPV, puisque pour faire simple, dans l'introduction, je vous ai parlé de l'HPV en général, mais en fait, il existe différents HPV avec des particularités. Donc, c'était aussi de décrire cette répartition des différents HPV dans la population. Et enfin, de décrire les spécificités des femmes vivant avec le VIH que l'on rencontrait dans le cadre de ce dépistage.
Maintenant, je vous propose de passer donc, à la partie matériel et méthode. Donc, c'était une étude de type rétrospectif. Donc, on s'est appuyé sur les données qui ont été collectées entre mai 2019 et novembre 2021. Elle était multicentrique puisqu'on a travaillé avec les données des 9 centres de santé dans lesquels le projet est implémenté et elle a été réalisée à partir des données individuelles. Les données collectées étaient issues du dossier, donc avec des caractéristiques de la femme, des caractéristiques liées au prélèvement et au traitement, notamment pour l'objectif secondaire pour évaluer la stratégie en une visite, et aussi des données issues donc, de ce qu'on appelle GenExpert, qui est en fait la machine qui réalise le test HPV et qui permet de rendre compte des différents HPV, des différents génotypes rencontrés. Et donc, je vous propose maintenant de passer aux résultats de cette étude, avec tout d'abord un diagramme de flux qui va permettre de réviser aussi un petit peu l'algorithme que je vous ai présenté. Donc, il y avait eu un peu plus de 9200 femmes qui ont été dépistées sur la période d'étude, avec 1385 qui étaient positives au test HPV. À ces femmes, on a donc proposé de faire la deuxième ligne, donc avec l'IVA, et 98 ont eu une IVA positive. Vous voyez que sur ces 1385, en fait, 1161 ont eu une IVA négative, et puis 126 ont soit été perdus de vue, soit ont refusé d'aller plus loin dans le dépistage. Et au final, 83 femmes ont été traitées, dont 70 directement au niveau du centre de santé primaire. Et sur la période, nous avons eu 4 cas de cancer avérés. Toujours sur des résultats un peu descriptifs généraux, sur la période, on a en moyenne du coup 300 tests de dépistage par mois, ce qui correspond aux objectifs que le projet s'était fixé, avec un âge médian de 35 ans pour les femmes rencontrées et une prévalence de l'HPV autour de 15%. Cette prévalence, elle variait beaucoup en fonction des centres. On allait de 6 à 25% selon les centres. On s'est demandé si c'était expliqué par l'âge, puisqu'on sait que c'est assez lié à l'âge, en fait, le fait d'être porteuse de l'HPV. Ce n'était pas le cas. On n'a pas vraiment pu expliquer ces différences. On sait que dans le centre où on est quasiment à 25% de prévalence, il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui sont accueillies, mais on n'avait pas de données socio-économiques plus détaillées pour pouvoir expliquer ces différences entre les centres. On a aussi une variation de la prévalence en fonction de l'âge, donc ça c'était un résultat qui était totalement attendu et qui est cohérent avec l'histoire naturelle de la maladie. C'est-à-dire que les femmes jeunes ont plus l'HPV et c'est probablement un HPV qui sera transitoire. Elles vont guérir de cet HPV en partie et puis cette prévalence elle diminue au cours plus on avance dans l'âge. La prévalence de l'IVA maintenant, donc la deuxième ligne, là on tombe à 7,8%. Donc c'est parmi les femmes qui ont été positives au premier dépistage. Donc elles sont positives à l'HPV, on fait ce deuxième dépistage et là on voit que les 25-29 ans, elles étaient les plus positives à l'HPV, c'est elles qui avaient la plus grande prévalence, presque 20%, et par contre elles ont en fait un taux d'IVA qui est très faible parce qu'elles sont encore jeunes et donc ça vient vraiment remettre en question l'algorithme qui est proposé. Elles représentent beaucoup de femmes dépistées. Dans la file active, elles représentent un quart. À presque 1 sur 5, on va annoncer qu'elles sont porteuses du virus et au final, très peu ont réellement un risque de lésion précancéreuse. Donc on vient montrer qu'en fait l'entrée du dépistage du cancer du col de l'utérus par l'HPV pour cette tranche d'âge semble vraiment très peu pertinent et surtout quand on compare avec les autres tranches d'âge plus élevées et notamment les 40-49 ans qui ont le taux d'IVA le plus élevé comme attendu. Concernant un de nos objectifs secondaires, donc l'évaluation de la stratégie en une visite, on voit qu'en fait seulement 52% des femmes étaient réellement éligibles à cette stratégie puisqu'il fallait que le laboratoire soit sur place pour qu'elle ait l'ensemble de l'algorithme au même endroit le même jour. Et donc si vous regardez le deuxième point, on voit qu'en fait seulement 24% des femmes ont eu l'ensemble de l'algorithme, l'ensemble de la séquence le même jour. Donc globalement, cette stratégie, ça faisait partie de l'objectif.
dispositif, elle est peu mise en œuvre. Et donc, le risque auquel on s'attendait, c'était qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient perdues de vue et que si on leur demande de revenir pour la suite de la prise en charge, en fait, elles ne reviennent pas. Et ce résultat, il n'a pas été vraiment retrouvé. On a un nombre de perdues de vue qui est tout à fait acceptable pour ce type de projet, autour de 10%. Et l'élément qui est aussi rassurant, c'est qu'en fait, la tranche d'âge la plus à risque, les 40-49 ans, on a seulement 3% de perdus de vue. Donc cette stratégie en une visite qui est fortement recommandée par l'OMS, on l'a peu mise en œuvre, mais ça n'a pas eu un impact si important que ça sur les perdus de vue, ce qui est un élément rassurant. Concernant la répartition des génotypes, donc comme je vous disais, il existe des HPV, avec certains qui sont à haut risque de provoquer le cancer, quand d'autres sont faiblement à risque de provoquer le cancer. Et donc, savoir quels sont les génotypes qui sont rencontrés dans la population, ça peut aider. Maintenant qu'il y a un vaccin contre les HPV, il existe des vaccins qui visent différents génotypes. Donc, ces éléments sont importants pour une éventuelle campagne de vaccination qui est en projet à l'échelle nationale. Et donc, ce sont des résultats qui peuvent aider à la décision sur le type de vaccin à recommander. Donc, on a trouvé que le plus fréquent était le P3. Donc, c'est écrit en dessous, c'est celui qui regroupe donc, des génotypes qui sont quand même à risque de cancer. Et les moins retrouvés, c'était le 16, 18, 45, qui sont les génotypes les plus à risque à E3, 16, 18 et 45, qui regroupent 70% des cancers dépistés. Voilà, donc à droite, vous avez la répartition. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste voir qu'il y a quand même 9% des femmes qui cumulent plusieurs types de génotypes, ce qui explique aussi que le total ne fasse pas 100%, mais plus, puisqu'en fait, il y en a qui cumulent. Comme attendu, on a quand même regardé le lien entre les différents HPV et le lien avec donc, les IVA positifs qui reflètent s'il y a des lésions précancéreuses. On a retrouvé que le risque d'IVA positif était 2 fois plus important pour les génotypes à risque. Donc c'était un résultat qui était attendu. On est juste venu le confirmer avec nos données. Et maintenant, le dernier objectif secondaire, qui était le lien avec la co-infection VIH. Donc, on avait une prévalence qui était assez faible dans l'échantillon général, ce qui était attendu pour la prévalence du Burkina Faso. Mais quand on se place dans la population des femmes qui sont positives à l'HPV, là, on a une prévalence beaucoup plus importante, autour de 2%. Dit différemment, mais c'est le même message, c'est que 80% des femmes VIH sont aussi infectées à l'HPV. Donc ça, on le comprend parce qu'en fait, ces deux virus partagent des voies de transmission, donc c'est plutôt logique. Mais dit encore différemment, et c'est peut-être plus impactant, c'est de dire que quand un test est positif à l'HPV, la femme a 33 fois plus de risque d'être aussi positive au VIH, ce qui fait réfléchir sur le fait de reproposer ce dépistage quand on tombe sur un test HPV positif et de voir le dépistage HPV comme aussi une opportunité de dépister le VIH. Les femmes vivant avec le VIH, donc elles sont plus à risque d'avoir le virus, et une fois qu'elles l'ont, elles sont aussi plus à risque de développer des lésions précancéreuses. Elles ont plus souvent les génotypes à risque, les fameux 16, 18, 45 dont je vous parlais, et elles ont plus de risque d'avoir des IVA positives. Donc elles ont 4 fois plus dans notre échantillon, elles avaient 4 fois plus de risque d'avoir une IVA positive. Donc elles sont plus à risque de développer d'attraper le virus et aussi de développer le cancer. Donc pour les résultats, c'est tout. Je vous ai tout présenté. Je vous propose de passer à la dernière partie maintenant pour en discuter et pour les implications opérationnelles de celle-ci. En 2 mots, ce qu'on a montré, c'est donc que les 25-29 ans représentaient beaucoup de femmes dépistées à qui on annonçait très régulièrement qu'elles étaient porteuses du virus et donc qu'elles devraient répéter ce dépistage de manière rapprochée, 1 an après, alors qu'en fait, elles ont très peu souvent des lésions précancéreuses, ce qui vient remettre vraiment en question la pertinence de cet algorithme tel qu'il est pour cette tranche d'âge. Les femmes vivant avec le VIH sont plus à risque d'avoir de l'HPV et aussi de développer des lésions précancéreuses. Et enfin, la stratégie en une visite le même jour au même endroit est peu mise en œuvre, mais au final, ça n'a pas eu un impact si important que ça sur les perdus de vue. Donc, on peut peut-être faire différemment et quand même atteindre les objectifs. Les implications opérationnelles de ces résultats, donc ces résultats, ils ont été partagés avec les parties prenantes et notamment les décisionnaires des décisionnaires sur l'algorithme
pour donc changer l'âge du dépistage avec l'HPV, de l'algorithme tel qu'il est présenté. Ces résultats ont été présentés par nos collègues à Ouagadougou très récemment dans un GTT, donc pour groupe de travail technique, qui est ce groupe qui réunit les parties prenantes et qui prennent des décisions. Et cette modification de l'algorithme a été actée pour le projet. Donc le test HPV sera proposé à partir de 30 ans et pour les moins de 30 ans, ce sera la stratégie nationale qui sera proposée aux femmes, donc directement l'IVA. L'ensemble de ces résultats, c'est des résultats qui ont été finalisés récemment, mais ils seront présentés à l'ensemble des parties prenantes et surtout aux personnes concernées, comme c'est toujours le cas dans les projets de recherche MDM. Et les résultats seront aussi partagés en temps voulu sur une temporalité peut-être un peu différente concernant les génotypes, sur un de nos objectifs secondaires, pour guider les choix qui peuvent être faits pour la campagne de vaccination contre l'HPV. Enfin, et comme souvent, cette recherche a aussi ouvert des perspectives pour d'autres recherches. Elle était précédée elle-même de d'autres recherches. Donc maintenant qu'on a montré que cette prise en charge, elle était acceptable et faisable, grâce à l'étude Paracao, que l'algorithme a été adapté aux réalités opérationnelles du terrain. Maintenant, c'est de savoir s'il peut être supporté en routine par les centres de santé sans déséquilibrer leur fonctionnement. Donc ça, c'est un projet qui va débuter prochainement. Et aussi, pour une mise à l'échelle nationale, de savoir quel est le scénario des dépistages qui est le plus efficient, donc en termes de coût-efficacité. Donc ça, c'est une étude qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire, mais dont on espère bien pouvoir extrapoler une partie des résultats pour le Burkina Faso. En conclusion, donc, le mot de la fin, aujourd'hui je vous ai présenté les résultats d'une recherche opérationnelle. Donc les questionnements venaient directement du terrain avec cette nécessité d'adapter l'algorithme qui était en vigueur. Et donc ce sont les premiers bénéficiaires des résultats de cette recherche. Ces résultats vont être appliqués directement au niveau du terrain, mais, et c'est le thème d'aujourd'hui, ils ont aussi servi et ont été partagés avec d'autres partenaires pour, on l'espère, une mise à l'échelle et en tout cas une utilisation à une autre échelle que simplement au niveau du projet. Et comme toujours, ça a également ouvert la voie pour d'autres recherches. Je vous remercie. Merci Audrey, extrêmement intéressant. On se rend compte que la méthode quantitative peut elle aussi permettre de mettre en lumière des stratégies qui permettent d'améliorer l'efficacité des opérations ou encore améliorer ou faire avancer les recommandations. Donc pour cette deuxième présentation, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Élise Le Sieur, qui remplace Myriam. Myriam s'excuse. Donc Élise est la responsable du secteur nutrition, santé, action contre la faim. Elle nous parlera de l'évolution des protocoles de prise en charge de la malnutrition aiguë entre la production de preuves scientifiques et les enjeux politiques. À toi, Élise. Merci, bonjour. Du coup, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les enjeux auxquels on fait face autour des questions de la malnutrition aiguë et de sa prise en charge actuellement. Je vais vous réexpliquer ce que c'est la malnutrition aiguë, au cas où. Et puis, vous parler des défis de la prise en charge actuelle et de notre implication dans la production de preuves scientifiques, dans la production du cadre normatif et dans l'impact que ça a au niveau opérationnel et au niveau des protocoles nationaux. Donc, pour le rappel sur la base, donc la malnutrition aiguë, c'est une pathologie qui est liée à des carences nutritionnelles majeures, mais elle est aussi souvent liée à d'autres facteurs, tels que des maladies infantiles ou aussi des pratiques de soins complexes et difficilement mis en œuvre par les familles. Il y a deux types de malnutrition aiguë. La malnutrition aiguë sévère, c'est des enfants qui ont des risques de mortalité très élevés, multipliés par 9. Et la malnutrition aiguë modérée, c'est des enfants qui ont aussi un risque de mortalité multiplié par 3.
Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de la malnutrition aiguë, qui est un des types de sous-nutrition. Donc la malnutrition aiguë, c'est les enfants qui sont en rouge. On parle de 45 millions d'enfants dans le monde, ça correspond à 6,7% des enfants de 6 à 59 mois. Et pour les enfants malnutris aigus sévères, avec le plus gros risque de mortalité, il y a un nombre de 13,5% de millions, 13,5 millions d'enfants. La prise en charge, ça donne quoi? Pour les enfants sévères, s'il y a des complications médicales, ces enfants sont pris en charge au niveau hospitalier, par une prise en charge médicale et par délai thérapeutique. Ils vont être surveillés 24 heures sur 24 et vont rester en moyenne quelques jours à l'hôpital, environ 5-6 jours. Puis ils vont être retransférés vers la prise en charge ambulatoire, qui est souvent dans les centres de santé primaires, où ils vont avoir accès à une prise en charge médicale et à un aliment thérapeutique prêt à l'emploi, ATPE sur le graphique. Pour les enfants modérés, la prise en charge elle est également faite en ambulatoire dans les centres de santé primaires, via une prise en charge médicale et des conseils diététiques et alimentaires. Dans certains cas, notamment dans les crises alimentaires et les contextes de crise dans lesquels on travaille, il peut y avoir des rations alimentaires qui vont être distribuées, soit via des produits locaux, soit via des aliments supplémentaires prêts à l'emploi. Le défi aujourd'hui auquel on fait face, c'est que malgré ces efforts qui ont fait qu'aujourd'hui la prise en charge, elle est notamment au niveau des soins de santé primaires, beaucoup plus près des communautés, on a une couverture qui est faible et on a seulement 30% des enfants qui sont pris en charge et qui ont accès au traitement. Par ailleurs, on a une qualité des programmes qui est encore pas excellente, on a des taux de guérison qui sont parfois faibles et quand la guérison est réalisée, on a souvent des enfants qui rechutent. Et donc, on a pas forcément une pérennité de la guérison. Et enfin, c'est des projets où on a du mal à assurer la soutenabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût élevé. Et surtout, petit à petit, c'est en train de se faire, mais on a du mal à l'intégrer dans les systèmes de santé et dans les soins de santé primaires plus particuliers. Et donc, face à tous ces défis, ce à quoi on fait face ces dernières années, c'est des recherches de solutions et le développement par de nombreux acteurs de nouvelles approches en dehors des standards de l'OMS. Et donc, on fait face à une promotion de double standard. D'un côté, les standards de l'OMS et les standards qui sont poussés par différents acteurs sur le terrain. Donc, dans ce cadre, je vais essayer de vous expliquer l'exemple qui, pour moi, est le plus facile à expliquer, mais aussi, je pense, qui va être le plus parlant pour vous, c'est l'enjeu des critères d'admission à la prise en charge. Donc, le cadre normatif de l'OMS dit, pour les enfants malnutris aigus sévères, ils vont être recrutés sur un indice poids-taille inférieur à -3 Z-score et ou sur un périmètre brachial, donc vous savez, cette petite bandelette qui nous permet de mesurer le tour du bras, inférieur à 115 mm, et ou des œdèmes nutritionnels, qui sont les œdèmes bilatéraux. Cette prise en charge-là, c'est une prise en charge qui permet donc une prise en charge médicale avec un traitement, avec un aliment thérapeutique prêt à l'emploi. C'est les enfants qui sont en rouge sur le diagramme. Pour la malnutrition modérée, ces enfants ils vont être identifiés par le poids-taille, l'indice poids-taille entre -3 et -2 Z-score, et ou un périmètre brachial entre 115 et 125 mm. Donc ce sont les enfants qui sont en jaune. Donc ces enfants, ils vont être pris en charge au niveau médical, mais pas forcément par défaut avec un supplément nutritionnel. Donc le graphique que vous voyez, c'est un diagramme de veine qui a été fait par les équipes de Action contre la faim avec le Center of Disease Control d'Atlanta. Et donc il est issu de 550 enquêtes qui ont été réalisées dans 22 pays. Donc ça correspond à 400 000 enfants de 6 à 59 mois. Les cercles rouges, ça représente la population des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et détectés par le périmètre brachial et détectés par l'indice poids-taille. Et de même, en jaune, vous voyez les enfants MAM. Et en fait,
la transparence a été appliquée pour que vous puissiez bien visualiser le recoupement entre les différents phénotypes pour ces enfants, et certains, vous voyez, ceux qui combinent les différentes caractéristiques. Et donc, les promotions et les doubles standards qui sont promus en parallèle des recommandations de l'OMS, ils proposent l'abandon de l'utilisation de l'indice poids pour taille pour détecter les enfants. Donc vous voyez que si on l'applique sur le terrain, eh ben on va détecter et admettre dans nos programmes seulement les enfants qui sont colorés. Ce que ça engendre aussi, c'est que l'utilisation de ces seuils de périmètre brachial uniques, en fait, on va avoir tendance, pour toucher plus d'enfants, à augmenter les seuils et donc pas détecter les enfants à 115 mm, mais accueillir aussi pour le traitement par l'aliment thérapeutique à l'emploi, prêt à l'emploi, des enfants qui ont un périmètre brachial inférieur à 125. Donc on va traiter plus d'enfants, on va être moins spécifique, mais on va toujours avoir des enfants qui vont être mis de côté. Du coup, je vais essayer de vous expliquer, dans ce cadre, avec ce développement de ces doubles standards, comment on s'en sort et qu'est-ce qu'on essaye de faire à Action contre la faim, et dans la production de preuves, mais aussi dans la définition du cadre normatif avec l'OMS, et comment on prend ça en compte dans les recommandations opérationnelles. Donc d'abord, ACF, on essaye de produire des preuves, et on a essayé vraiment de travailler sur combler les informations qui nous manquaient pour construire le cadre normatif. Donc dans ce cadre, on a essayé de travailler sur quel est l'impact de l'utilisation de ces nouveaux critères. Et un des arguments cliniques qui était le plus souvent évoqué, c'est de dire, en fait, les enfants malnutris aigus sévères avec le périmètre brachial sont ceux qui sont les plus à risque, et donc c'est les enfants qu'on doit prendre en charge. C'était basé sur des enquêtes de prédiction de la mortalité, mais on n'avait jamais fait une comparaison exacte de ces différents types de malnutrition aiguë et de voir quel impact ça avait. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette recherche Optidiag. C'est une recherche qui a été faite sur 3 terrains, au Libéria, au Burkina Faso et au Bangladesh. Donc on a recruté de façon équilibrée les différents types de phénotypes de la malnutrition aiguë sévère dans le cadre des programmes de prise en charge, donc dans les centres de prise en charge ambulatoires. Et donc on a collecté tout un nombre d'indicateurs biochimiques et cliniques à l'admission. Et notamment notre indicateur principal, c'était la leptine. La leptine, c'est une hormone qui nous permet d'identifier, c'est l'hormone qui permet le plus sûrement d'identifier en fait les risques de mortalité chez l'enfant. Et donc c'est ce qui nous a permis de travailler sur et de comprendre quels étaient les enfants les plus sévères. Donc vous voyez sur ce graphique, vous allez avoir les enfants en bleu qui sont détectés par le périmètre, par l'indice poids-taille seul. En vert, ceux qui sont détectés par le périmètre brachial seul, et en orange, ceux qui ont le double déficit. Donc plus le taux de leptine est bas, plus les enfants ont un risque de mortalité élevé. Donc on peut voir sur ces graphiques que les enfants qui sont détectés en bleu par le périmètre, par l'indice poids-taille seul, sont les enfants les plus à risque, et ceux qui sont encore le plus à risque sont ceux qui combinent le double déficit. Et du coup, tous ces arguments ont été aussi confirmés par les autres indicateurs chimiques et cliniques dont on a fait preuve, qu'on a collecté dans cette étude. Et pour nous, c'était aussi un argument de montrer et sur lequel appuyer pour qu'on n'abandonne pas l'indice poids-taille dans la détection et la prise en charge de ces enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe en parallèle? On s'appuie énormément sur le cadre normatif, donc, qui est développé par l'OMS. Donc, c'est un cadre qui est mis à jour de façon régulière. Donc, les dernières mises à jour, 2007, 2019, 2013, 2017. Et à chaque fois, les modifications qu'on peut voir, elles sont assez marginales, parce qu'il n'y a pas assez de nouvelles preuves pour faire changer les protocoles. Actuellement, il y a une révision qui est en cours,
qui est prévu pour juin 2003. C'est un process qui est très long dans lequel on a pu s'engager. Il y avait 16 questions PICO, énormément de revues systématiques de la littérature. Et en fait, le constat, il n'est pas forcément très bon parce que la production de preuves, elle est très lente. Elle reste encore parcellaire. On avait parfois des littérature reviews qui étaient quasiment vides. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'acteurs qui travaillent sur la recherche sur la malnutrition. Il y a peu de fonds. Ou alors, la recherche qui a été développée, elle a été beaucoup orientée, notamment pour favoriser le double standard qu'on pouvait voir sur le terrain. Et donc, pour nous, ce qui était essentiel, c'était vraiment de participer au processus, d'essayer de proposer des recherches. Je vous en ai proposé une, mais on en a fait beaucoup d'autres, notamment de la recherche opérationnelle, pour voir quel impact ça pouvait avoir sur le terrain de changer ces protocoles et qu'est-ce qui se passait pour ces enfants qu'on mettait de côté. Et puis de aussi communiquer aux États sur le fait que ces protocoles étaient en cours, etc. Puisque parfois, ils n'ont pas forcément accès sur le terrain à ces informations. Sur le plan opérationnel, ce à quoi on fait face, c'est malgré des processus, je pense, assez bien faits au niveau de l'OMS, inclusifs, qui prennent vraiment en jeu les dernières recherches. On a sur le terrain beaucoup de pression de différents acteurs qui poussent quand même pour le deuxième standard. Et donc, c'est énormément de pression en fait pour les États de devoir choisir entre les preuves qui sont recommandées par l'OMS et sur qu'est-ce qu'ils doivent appliquer sur le terrain. Il faut savoir aussi que parfois ceux qui financent, le processus de révision des protocoles sont aussi ceux qui font énormément de plaidoyer sur différents sujets. Donc c'est très dur et donc il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui sur les derniers guidelines qui vont arriver, on espère, en juin. Et l'enjeu, ça va être comment ces recommandations, qui vont être vraiment basées sur les dernières preuves scientifiques, elles seront portées et interprétées sur le plan opérationnel dans les différents contextes. Donc, qu'est-ce que fait ACF là-dessus? Eh ben, c'est essayer de vraiment s'assurer que dans les pays d'intervention d'ACF, eh ben, on soutient les États à garder le leadership. C'est-à-dire ce n'est pas aux autres organisations, aux autres acteurs de décider de quels seront les protocoles nationaux. Favoriser aussi des processus participatifs dans la révision des protocoles nationaux. Et s'assurer que les gens aient accès aux dernières preuves scientifiques et que les protocoles de l'OMS soient soutenus. Et en parallèle de ça, face à tous ces challenges, il y a aussi un souhait et un travail qui a été lancé par l'OMS et l'UNICEF de faire un guide opérationnel qui va découler des recommandations normatives. Après, la question, ça sera quels sont les compromis qui seront faits entre faisabilité opérationnelle et les recommandations scientifiques, qui sont le golden standard et ce qu'on devrait pousser pour les enfants dans la mise en œuvre. Du coup, comment on accompagne nos équipes sur le terrain? On a été obligé de se positionner fort et d'expliquer que ACF soutient la mise en œuvre des recommandations de l'OMS. Ça paraît un peu fou de devoir faire ça, mais c'est ça qu'on a été obligé de faire pour clarifier quels étaient les positionnements et ce sur quoi on voulait travailler. Après, bien sûr, on reconnaît que dans certains contextes, l'utilisation de l'indice poids taille n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. On a fait une pause, par exemple, pendant le Covid, parce qu'on n'était pas en mesure de mettre en place des mesures de contrôle et de prévention de l'infection suffisantes. Donc on a eu une phase où on a dû arrêter. De temps en temps, on a un accès très difficile à certains terrains. Et donc dans le cadre de services mobiles, du coup, on n'a pas forcément le temps de mettre en place ces standards. Mais on essaye de le faire de façon limitée dans le temps et d'essayer d'analyser aussi l'impact de ces changements de protocole quand ils sont mis en place sur le terrain. Du coup, pour conclure, je dirais que, en tout cas pour nous, il est vraiment important de travailler sur la qualité des recherches opérationnelles qu'on va faire. Il y a un enjeu d'efficience et de vraiment répondre aux questions clés. On a vu aussi qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et où la qualité n'était pas suffisante
Et donc ça engendre aussi qu'on met énormément d'énergie dans des recherches qu'on ne peut pas après utiliser. Donc il y a vraiment un enjeu d'efficience. Le fait aussi que pour nous, pour une ONG, c'est vraiment clé d'avoir des compétences scientifiques dans nos équipes qui nous accompagnent à discerner vraiment les enjeux scientifiques et les questions opérationnelles, qui nous aident aussi à lire la littérature. C'est pas toujours facile d'interpréter les résultats de recherche, donc c'est important qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux. Et de redire, il n'y a pas forcément d'opposition entre recherche et politique. La question, c'est vraiment de décerner d'où viennent les arguments pour vraiment essayer aussi d'identifier des solutions pratiques, mais qui sont aussi scientifiquement fondées. Merci. Merci Élise. Extrêmement intéressant de se poser la question de comment on fait après des perspectives. Nous démontrons ou nous montrons qu'il existe une efficacité avérée. Cependant, qu'est-ce qu'il en est quant à la mise en place ou l'adoption opérationnelle? Donc, pour cette troisième et dernière présentation, j'ai l'honneur d'introduire Peter Wickerman, professeur en modélisation des maladies infectieuses à l'Université de Bristol. Ses recherches portent sur l'utilisation de la modélisation pour évaluer la transmission des maladies infectieuses, en particulier le virus de l'immunodéficience humaine et le virus de l'hépatite C, chez des personnes usagères de drogue, dont nous avons beaucoup travaillé avec Peter sur de précédentes études, ainsi que l'impact du rapport et le rapport coût-efficacité des mesures de prévention auprès des populations clés. Peter's presentation is entitled La présentation de Peter s'intitule Réduction de l'incidence du VIH à la suite de l'intensification des interventions de réduction des risques chez les personnes qui s'injectent des drogues à Cachin au Myanmar sur la période 2008-2020. Peter, vous avez la parole. Peter? Okay. Can people hear me? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Okay, I think I was getting a bit of a delay. Je crois qu'il y a eu un petit retard et j'entends également un écho. Je vais peut-être mettre mes écouteurs. Pour commencer, j'aimerais vous parler des travaux que nous avons menés depuis 1 an et demi sur l'impact de la réduction de l'incidence du VIH à la suite de l'intensification des interventions de réduction des risques chez les personnes qui s'injectent des drogues au Myanmar. Je ne vois plus ma présentation, malheureusement. J'ai perdu ma présentation. Oui, nous essayons de la remettre à l'écran. Est-ce que c'est bon pour le moment? Est-ce que vous la voyez à nouveau? Je ne vois que moi. Est-ce que vous voyez votre présentation maintenant? Je crois que tout le monde peut la voir maintenant. Très bien. Donc, voilà des travaux que nous menons avec Ernst et des équipes au Myanmar. Et l'analyse a été publiée un peu plus tôt cette année dans la région locale. Donc le Myanmar est la deuxième région la productrice d'opium et les centres où se concentre cette production est dans les États de Shan et de Kachin. Et l'utilisation de drogues à injection est très fréquente et c'est une zone dans laquelle il y a une zone en proie au conflit depuis 2012 et il y a eu un grand nombre de personnes déplacées en interne. Donc la prévalence VIH parmi les personnes qui s'injectent des drogues est très haute, très élevée, à plus de 40%.
Il y a des interventions pour les personnes qui s'injectent des drogues, par exemple des programmes NSP où on fournit des seringues et des aiguilles. Ça a commencé en 2003. En 2003, la thérapie par agoniste opioïde et d'autres. Et on a vu une forte augmentation d'utilisation depuis les débuts de ces programmes. Médecins du Monde mènent des projets de réduction de cette pratique à Cachin depuis 1996. Et on utilise tous ces types de thérapies et on mène également des tests VIH, etc. Et ces programmes ont été mis à l'échelle avec le temps. L'objectif de ce projet était d'utiliser les données par ces centres, les données de tests VIH de routine, pour développer une cohorte d'incidence VIH de ces personnes qui utilisent les drogues ainsi que leurs partenaires sexuels. On voulait utiliser ce cohorte pour enquêter sur les tendances de l'incidence VIH au sein de ces populations sur une période de 12 ans. Nous sommes également intéressés aux facteurs liés à l'incidence de VIH, comme des facteurs de risque, des facteurs démographiques parmi ces utilisateurs de drogue. Et cela incluait le contact avec ces thérapies par agonistes opioïdes ou l'utilisation d'aiguilles et de la fourniture d'aiguilles et de seringues. Ces centres sont situés dans 3 zones différentes, Opin, Mogun et Myitkyina. Ces personnes se sont testées au VIH dès leur première visite et ensuite il y avait des tests menés à nouveau d'une façon périodique s'ils avaient testé négatif la première fois. Sur la période, 20 761 personnes ont été testées sur le VIH dans ces centres. Et ici, vous avez une répartition des personnes. En rouge, vous voyez les personnes qui sont le plus testées. 67,6% de ces personnes testées étaient des utilisateurs de drogue à injection. Ensuite, dans les gris, nous avons différents types de personnes utilisant des drogues. Ensuite, nous avons une estimation de la prévalence du VIH. Et si l'on regarde les personnes qui s'injectent des drogues, on voit qu'elles ont les niveaux les plus élevés de prévalence VIH, à 48,3%. Si l'on regarde le taux le moins élevé, à 2,3%, c'est la population générale. Et si l'on regarde à droite, on voit les 3 centres dans les 3 villes mentionnées. Et on voit que les niveaux sont comparables. Comment avons-nous créé cette cohorte d'incidence VIH? Nous sommes intéressés à ces personnes qui avaient été testées et qui avaient obtenu un résultat négatif au VIH. Ensuite, on a regardé lesquels avaient reçu au moins un autre test VIH. Et ensuite, on a réparti ces personnes pour nous intéresser à ces différents tests qu'ils ont effectués sur le temps. Et on a essayé d'estimer les années qui auraient été les plus à risque pour eux de contracter le VIH. Nous avons utilisé il y avait un formulaire standardisé utilisé dans chacun des centres de tests pour obtenir des informations sur le sexe, l'âge, le groupe de risque de population. Et on s'est servi de ces informations pour voir si l'incidence serait plus élevée ou moindre en fonction des différents facteurs. Nous avions également des informations d'intervention qui incluaient les choses suivantes, savoir si les personnes prenaient des thérapies par agonistes opioïdes, par exemple, ou s'il y avait une couverture de fourniture d'aiguilles de seringues mensuelles.
disponibles entre 2012 et 2020. Et qu'avons-nous fait? Nous avons utilisé cela pour créer cette cohorte d'incidence et nous avons utilisé deux analyses particulières. Ensuite, on a essayé de voir si les groupes de risque et l'âge, le sexe étaient liés à ces risques. Et ensuite, on a essayé de voir si les facteurs de risque démocratiques ou les contacts étaient gênants ou non. Et ensuite, on a utilisé des modèles de régression Cox. Davantage de détails sur notre analyse d'intervention. Tout d'abord, les thérapies par agonistes opioïdes, OAT, et on a fait une ventilation en 4 catégories. Soit ils utilisent ce type de thérapie OAT en ce moment ou non, et ensuite on a fait une répartition en 3 options. Soit ils n'ont jamais eu cette thérapie OAT, soit ils en auront une plus tard à l'avenir, ou soit ils n'en ont pas actuellement, mais ils ont eu accès à cette thérapie par le passé. Et on a utilisé ces différentes catégories pour comprendre si ces personnes qui utilisent ces thérapies OAT ont un risque moindre dans tous les cas, ou si c'est ces interventions de réduction qui aident. Pour le programme NSP, donc de fourniture d'aiguilles et de seringues, nous sommes intéressés aux différents centres et on a fait une division de temps en période de 6 mois. Et sur ces segments de 6 mois, on a essayé de définir ces segments avec un risque, avec une couverture faible, moyenne ou haute de ce programme NSP, comme vous le voyez à l'écran. Pour les modèles de régression, on s'est intéressé à l'impact de ces deux programmes OAT ou NSP. Pour les thérapies OAT, nous n'avons pas inclus les injections récentes parce qu'on a vu que lorsque l'on donne de la méthadone à quelqu'un, l'un des objectifs est de réduire leur fréquence d'injection. Donc cela va réduire l'incidence de VIH. Et pour le programme NSP, on n'a pas inclus les informations sur le partage de seringues. Pour les mêmes raisons, puisqu'on s'attend à ce qu'ils réduisent le partage de seringues pendant ce programme. Donc voici un résumé de nos résultats. Tout d'abord, nous avions 13 057 personnes qui ont testé négatif au VIH durant leur premier test et ensuite 3 685 personnes qui ont effectué d'autres tests. Vous voyez le camembert à droite qui vous montre l'état d'incidence et on voit que la plus grosse part, ce sont des personnes qui s'injectent des drogues. Et il y avait également les partenaires sexuels de ces utilisateurs de drogue. Et au sein du jeu de données d'incidence, nous avions une moyenne de tests VIH de 2,7 sur un suivi moyen de 2,4 ans. Donc un peu moins de 9000 années de suivi durant ce suivi et il y avait 93,9% de nouvelles infections VIH parmi cette population utilisatrice de drogue. Et avec 93,9% de nouvelles infections VIH étaient réparties de façon égale entre les personnes utilisant des drogues et leurs partenaires sexuels. Entre 2008 et 2020, en tout, il y avait 5,3% d'infections par an pour 100 personnes. Pour les personnes s'injectant des drogues, on était à 7,1%.
et c'était moindre pour les partenaires sexuels. On était environ 1 pour 100 personnes années. Et on avait une incidence plus haute, plus élevée pour les hommes que pour les femmes. Et souvent, les hommes sont ceux qui s'injectent le plus des drogues. Sur cette diapositive, on peut voir les estimations d'incidence VIH pour les personnes utilisant des drogues. Plus tôt, on voyait l'incidence générale au sein de la population, qui est, et pour les personnes qui s'injectaient des drogues, on est à 7,1 pour 100 personnes années. Et on s'est aperçu que l'incidence VIH était bien plus élevée par le passé que maintenant. Si l'on regarde l'incidence VIH en 2008, lorsque nous avons lancé la cohorte, on était environ à 19,3 pour 100 personnes années et on avait une division par 5. Sur la période complète. Donc on voit l'incidence baisser. Ici, on s'est aperçu que l'incidence était liée à certains comportements à risque. Si une personne s'injecte des drogues et a eu des rapports sexuels sans préservatif, l'incidence était à 9,2. Si c'était injecté des drogues récemment, l'incidence était à 12,2. S'ils avaient partagé une seringue, l'incidence était à 18,7. Et ce qui était le plus choquant, c'était que les personnes qui avaient récemment commencé à s'injecter des drogues dans les 2 dernières années, l'incidence était à 30 pour 100 personnes années. L'exposition des interventions a été associée à une incidence réduite. Donc, avec le programme NSP, on a vu que l'incidence VIH était à 4 pour 100 années personnes. Si une personne suivait une thérapie OAT, alors l'incidence VIH était à 3,1 pour 100 années personnes, plutôt que 7. Et on s'est aperçu que l'incidence avant ou après avoir suivi une thérapie OAT était au même niveau que celle qui n'avait jamais suivi une thérapie OAT. Cela prouve que faire partie de ce programme d'intervention réduit votre incidence au VIH. On s'est ensuite intéressé à la couverture du programme NSP et comment cela était lié à l'incidence VIH au sein des centres. Et ici, on s'aperçoit que plus qu'on augmente le programme NSP sur l'axe X horizontal, eh bien, on voit que l'incidence réduit de façon positive. Et les résultats principaux de notre étude sont les suivants. On s'est intéressé au modèle de régression cost ajusté. On s'est intéressé au même comportement de risque et aux mêmes couvertures. Ce modèle s'est limité à la période 2012-2020 et nous sommes concentrés sur 2 centres, Morgan et Hopin. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas toutes les données de la 3e ville. Et nous n'avions des données disponibles que sur la période 2012-2020. Ce modèle n'incluait pas les récentes injections ou le partage de seringues. Nos résultats ont été les suivants. Dans ce modèle ajusté, il y a une diminution de 11% par an en moyenne de l'incidence VIH, comme vous le voyez à droite. On s'est également aperçu que l'incidence VIH était 80% moindre si vous étiez injecté des drogues dans les 5 dernières années. Enfin, moins de 5 ans plutôt. Nous sommes également aperçus qu'il n'y avait pas de réelle différence en fonction du sexe
ou de la localisation du centre. Et lorsqu'on s'est intéressé aux interventions, nous sommes aperçus qu'ils étaient liés à une réduction de l'incidence. Si vous êtes dans une période de forte couverture du programme NSP, avec une incidence 36% plus basse, et si vous suivez une thérapie OAT, alors votre incidence VIH est 63% plus basse. Alors, en conclusion, on s'est rendu compte donc que la prévalence était assez importante dans ces provinces, mais qu'elle a diminué de manière assez conséquente ces dernières années. Donc, comme je le disais, une meilleure couverture avec des programmes NSP permet de diminuer de manière importante la prévalence du VIH. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est cela montre que l'intervention a un véritable impact et permet réellement de diminuer l'incidence du VIH. Et on a aujourd'hui des résultats qui sont tout à fait comparables aux pays à haut revenu. On a ensuite travaillé sur une catégorisation un petit peu différente. On l'a vu notamment avec les traitements OAT. Ça permet de réduire aussi la prévalence. Ensuite, l'impact de ces interventions explique donc en partie cette diminution de la prévalence et ça explique donc l'impact que cela a sur la population locale. Ce qui est aussi très important à retenir, c'est que la prévalence du VIH était beaucoup plus importante, notamment chez les personnes qui commençaient à peine à s'injecter des drogues. Donc c'est pour nous un groupe sur lequel il faut vraiment que l'on se concentre, il faut qu'il passe en priorité. Donc les interventions doivent targeter, doivent cibler ces groupes de population. Ensuite, les analyses ont pu nous montrer l'utilité de la mise en place d'interventions d'utiliser les données d'intervention afin de pouvoir des ensembles de données d'incidence beaucoup plus vastes, mais également d'avoir une meilleure idée des différentes tendances au fil des années, de pouvoir également essayer d'évaluer les interventions qui sont mises en place. Il faut que les méthodes soient faciles à mettre en place dans différents sites, donc il faut pouvoir répliquer les méthodes que l'on met en place ici et là, et il faut également que ces ensembles de données puissent être utilisés pour pouvoir surveiller l'amélioration ou non de l'éradication du VIH. Il faut aussi savoir que les limites de ces données, c'est qu'elles ne sont pas particulièrement représentatives finalement et on n'a pas assez de données sur les participants. On a par exemple très peu de données sur les comportements. Pour terminer, j'aimerais remercier mes collègues qui ont travaillé, mes clients du moins, qui ont travaillé sur la réduction des risques dans les centres de Cachin entre 2008 et 2020. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur cette recherche, notamment au Myanmar. Sans ces personnes, on n'aurait rien pu faire, donc leur travail a été particulièrement précieux. J'aimerais aussi remercier l'Université de Bristol qui m'a bien évidemment aidé à mener à bien cette recherche. Je pense notamment à Anna. Et puis à droite, vous avez ici une photo de l'essai qui est désormais disponible puisqu'il a été publié. Donc si vous souhaitez le lire, eh bien, n'hésitez pas à vous connecter directement au site internet. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Peter. It's very amazing. Merci beaucoup. Merci pour votre travail remarquable. Having this result is very... Les résultats de vos recherches sont vraiment utiles et c'est important pour nous. Donc merci pour ce travail. Peut-être une question pour vous, Peter.
ART in your model? Est-ce que vous avez inclus l'ART dans votre modèle? Are you with us, Peter? Hello. Peter, vous êtes avec nous? Yes. We have one question in the chat. Nous avons une question pour vous dans le chat, Peter. And the question is, et la question est la suivante. Avez-vous inclus l'ART dans votre modèle? Can you hear me? Yes, we can hear you. I'm afraid not. We tried to, but we Alors, j'ai bien peur que non, on a essayé, mais malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir les données, que ce soit pour les individus qui étaient donc sous ART ou non. Donc, c'est quelque chose que l'on aimerait bien pouvoir faire, et on y réfléchit, on en discute notamment avec nos partenaires au Myanmar, mais à l'heure actuelle, c'est pas encore possible malheureusement. D'accord, merci pour votre réponse. Nous avons quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si dans la salle vous en avez. Donc la première question s'adresse à Aurore. Serait-il intéressant de faire des dépistages systématiques du HPV, Human Papillomavirus, aux patients portant le HIV? Oui. Du coup, le HIV est un facteur de risque d'être aussi porteur du HPV. C'est d'ailleurs dans ce sens que sont les recommandations de l'OMS. Il n'y a pas de conditions d'âge, ou en tout cas elles sont beaucoup plus faibles pour les personnes qui vivent avec le VIH. Donc oui, la réponse est oui, sans hésiter. Très bien. Pour Élise? Oui, pardon. J'ai une question pour la dame d'ACF, je ne me souviens plus de ton prénom, Élise. À un moment, tu as parlé de la difficulté entre les résultats que vous aviez, la mise en œuvre, etc. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts auxquels vous êtes confrontés par des producteurs de compléments alimentaires? Enfin, bon, voilà. Est-ce que vous êtes confrontés à des conflits d'intérêts? Et ça introduit aussi, pour ce que Irène pourra nous dire plus tard. Oui, il y a des conflits d'intérêts. Déjà, il y a une réalité, c'est que certaines recherches autour du produit sont plus réalisées. Il y a plus de fonds pour de la recherche autour du produit. Là où il y en a moins pour tester, par exemple, l'utilisation de produits locaux, d'aliments locaux, préparation de bouillie locale, etc. Donc, par exemple, c'est un exemple qui montre qu'effectivement, il y a du conflit d'intérêts. Et puis, c'est ce que j'expliquais, en fait... Il y a eu énormément, en fait, la recherche et les preuves autour de la prise en charge de la malnutrition, elle est récente. Le démarrage du traitement, ça date des années 90 où tous les enfants étaient pris en charge au niveau hospitalier. À partir des début des années 2000, on a commencé à avoir un traitement avec cette pâte d'arachide. Et donc, on s'est dit, on va enfin pouvoir traiter beaucoup plus d'enfants parce qu'on passait du niveau secondaire au niveau soins de santé primaire, et donc du coup ça allait permettre d'avoir l'accès. Et en fait la couverture elle est restée faible, et donc on se demandait comment on allait pouvoir augmenter cette couverture. Et donc on a essayé de se dire peut-être le problème c'est que le protocole il est trop compliqué, et donc de chercher des méthodes de simplification comme celles que je vous ai dites sur les aspects d'admission. Mais dans les choses qu'on préconise, on a tendance à aller un peu systématiquement vers le produit, par exemple, alors qu'on sait qu'il y a des bouillies locales qui ont potentiellement la même composition que des produits qui sont importés et fabriqués. Donc oui, effectivement, il y a cette question autour du produit qui est vraiment clé. Très bien. On m'informe que nous avons 10 personnes en ligne, dont nous vous remercions de rester avec nous. Donc, pardon, 100 personnes, désolée. Donc, une deuxième question pour Élise. Pourquoi parle-t-on toujours de malnutrition et pas de dénutrition ? Alors, le terme le plus approprié, ça serait sous-nutrition. C'est le graphique que je vous ai montré au début, parce que quand on parle de malnutrition, il y a différentes sortes de malnutrition. La surnutrition, et notamment le surpoids, l'obésité, tout ce qui est carence en micronutriments,
et les différents types de sous-nutrition, qu'elles soient chroniques ou aiguës. Donc le terme le plus approprié, ce serait sous-nutrition aiguë. Comme on aime bien se torturer la tête un peu dans le milieu de la nutrition, on a beaucoup de débats actuellement sur comment doit s'appeler ce nouveau guideline. Est-ce qu'on doit parler d'émaciation, de malnutrition aiguë, etc. Mais voilà, le terme le plus approprié aujourd'hui, ce serait la sous-nutrition aiguë. D'autres questions dans la salle? Peter? Ah, d'accord. Donc du coup, une question pour Élise. C'est une question que je poserai. D'après toi, est-ce que l'expertise scientifique a réellement un poids sur l'arbitrage des politiques publiques? Ah bah, j'espère que oui. J'espère que oui. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour moi, c'est là où c'est essentiel. C'est vraiment de faire peser plus fort les questions scientifiques versus parfois des enjeux politiques. Et en tout cas, de bien différencier les types d'arguments. Et parfois, ce qui est compliqué sur le terrain, c'est que tout ça un peu se mélange. Et les gens sont perdus sur qu'est-ce qui est finalement de l'argument scientifique ou un positionnement politique, ou ce qui est lié aussi à des contraintes opérationnelles. Donc pour moi, c'est vraiment de pouvoir expliquer qu'est-ce qui est vraiment de la preuve scientifique, quelle est la qualité de la preuve scientifique. Et pour moi, c'est aussi le rôle de l'OMS et de ce cadre normatif qui doit être fait, de pouvoir expliciter et vraiment faire le tri dans les preuves. Et nous indiquer aussi ce qu'on peut mettre à l'échelle ou pas. Et pour moi, c'est pour ça que ce qui est complexe dans le cadre de la malnutrition, c'est un peu cette promotion d'un double standard, où les gens ne savent plus ce qui est de la recommandation de l'OMS ou ce qui est de ce double standard. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel que l'OMS joue son rôle et qu'elle affirme en fait ce qu'est le cadre normatif qui est basé sur les dernières preuves scientifiques. D'autres questions dans la salle? Oui, j'en profite, comme personne pose des questions, je vais en poser 2 questions. Merci beaucoup aux présentations. Élise, on sait la difficulté de savoir à quel moment on intervient dans la distribution de produits par rapport au stade de la malnutrition. Plusieurs tentatives chez MSF et d'autres de travailler sur la malnutrition modérée, comme un stade où on commence à distribuer des suppléments ou d'agir parce qu'on sait que ces enfants vont basculer dans la malnutrition sévère et donc comment on anticipe. Mais ça pose des questions opérationnelles parce qu'on démultiplie le nombre de bénéficiaires entre guillemets, même si on est sur des approches, comme tu l'as rappelé, où on est sorti de l'hôpital, où on fait de l'ambulatoire, où on aide finalement, on a donné des outils pour que les mères deviennent aussi actrices de la prise en charge de leurs enfants à la maison, ce qui est vraiment important. Mais où est-ce que vous mettez le seuil, vous, à ACF, en termes d'anticipation, d'intervention sur les stades, on va dire, modérés, sachant que la plupart risquent de basculer en sévère. Et puis, une question pour toi aussi, Aurore, sur le HPV, ça touche aussi les hommes. Il y a des campagnes de vaccination, on va dire, dans pas mal de pays qui sont aussi proposées aux hommes. Comment on aborde cette question aussi au Burkina parce que dans la communication et dans la prévention, ça fait aussi partie du package de proposer une vaccination globale. Est-ce qu'on y est ou pas encore sur cette question-là, de proposer, en tout cas de sensibiliser sur l'intérêt de la vaccination aussi pour les hommes, même s'ils sont moins sujets au global à des cancers, évidemment pas cancer du col, mais à d'autres cancers. Où est-ce qu'on en est de la réflexion sur cette potentielle opérationnalité? Merci. Alors du coup, sur la malnutrition aiguë modérée, les recommandations aujourd'hui de l'OMS ne sont pas sur un traitement via un supplément nutritionnel de façon systématique. Et donc, ACF ne le met pas en place de façon systématique. On est de toute façon dans le respect aussi des protocoles nationaux qui souvent ne le mettent pas en place systématiquement. Après, aujourd'hui, il y a une réflexion aussi. Tous les enfants ne vont pas basculer dans la malnutrition aiguë. Il y en a une partie qui vont le faire. Il y a aussi une partie qui vont récupérer spontanément. C'est un peu comme pour l'HPV. Et donc, du coup, la question et les réflexions aujourd'hui, c'est quels sont les enfants vraiment à risque de basculer dans la malnutrition aiguë sévère, et est-ce que c'est ceux-là qu'il faut qu'on traite avec des produits, potentiellement?
Et la deuxième réflexion pour Action contre la faim, c'est de se dire, en fait, il y a eu beaucoup de réflexions autour des approches produits importés, produits voilà, fabriqués par l'industrie. Et donc, comment on favorise aussi peut-être l'utilisation de l'alimentation locale, de produits locaux, etc., pour favoriser aussi l'accès. Donc, elle est plutôt autour de ça. C'est les deux points sur lesquels on travaille aujourd'hui à Action contre la faim. Merci de poser la question sur les hommes et sur le genre. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la présentation. L'HPV touche effectivement hommes et femmes et pour varier de cancers, du cancer du col de l'utérus, mais aussi de d'autres cancers de la sphère génitale et aussi oropharyngée. Donc là, ça touche hommes et femmes. C'est une vraie question. Je laisserai peut-être compléter la fin de ma réponse à ma collègue Najat qui est présente s'il y a des informations sur la campagne de vaccination au Burkina Faso en particulier. C'est vrai que initialement, les campagnes de vaccination contre l'HPV ont plutôt ciblé les filles initialement, puis se sont étendues secondairement aux filles et garçons parce qu'en fait, ils sont aussi dans la chaîne de transmission pour le cancer du col qui est très fréquent et ils se protègent eux-mêmes pour les futurs cancers. Il me semble que la campagne de vaccination au Burkina Faso, elle est vraiment à ses débuts. Il cible une petite tranche d'âge pour l'instant que les filles de 9 ans. Donc je pense que c'est aussi pour des questions opérationnels de mise en place logistique et de coûts. Voilà, après leurs intentions sur le fait de l'étendre aux garçons un jour, je pense que ça fait partie de l'idéal de la campagne de vaccination. Mais leurs réflexions, Najat, si tu veux compléter, je ne sais pas où. Merci Aurore, je vais compléter. Effectivement, c'est un vrai enjeu parce que l'OMS a fait une stratégie pour l'élimination du cancer du col de l'utérus et dans sa stratégie recommande la vaccination uniquement pour les jeunes filles. Donc là, on s'est positionné. Effectivement, l'HPV, il est porteur également par les hommes. Et une façon de l'éliminer, c'est aussi de vacciner les jeunes garçons pour éliminer le cancer du col de l'utérus. Donc là, aujourd'hui, au Burkina, on a commencé à faire des campagnes justement pour recommander et faire la vaccination pour les jeunes filles, parce que c'est quand même l'urgence. Le cancer du col de l'utérus tue une femme toutes les 2 minutes dans le monde. Donc ça, c'est l'urgence. Et bien évidemment, recommander aussi pour les jeunes garçons la vaccination pour éliminer en totalité le cancer du col de l'utérus, mais aussi pour éviter encore une fois que la charge d'un virus soit uniquement portée chez les femmes. Donc c'est aussi un enjeu d'inquiétude de genre de répondre à ça. Non, je voudrais juste revenir un peu sur cette importance de vacciner les garçons, pas seulement parce que c'est les femmes qui sont les plus touchées et qui portent le poids de cette vaccination, c'est aussi pour des raisons d'équité de genre en fait. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont une hésitation vaccinale pour leurs filles parce que c'est comme une porte d'entrée dans la sexualité pour eux. Et le fait d'intégrer les garçons, ça permet de retirer ou en tout cas d'atténuer cette représentation et donc ça permet d'augmenter la vaccination des filles en fait. Donc c'est juste ça que je voulais souligner, c'est que c'est pas seulement une question de santé publique, c'est aussi une question sociale et sociétale derrière. Très bien, merci Stéphanie. Peter, just a last question. According to you, what are the limits of Peter, une dernière question. Selon vous, quelles sont les limites de l'expertise scientifique, bien que l'on ait besoin Sorry, say that again. I was getting another translation in my head, in my ear. You can hear. Ah pardon, désolé, j'avais la traduction en français dans mes oreillettes. The topic of this year is what is the influence of research. Donc cette année, on parle de l'influence de la recherche concernant les décisions politiques. To know what is your opinion concerning this topic as a researcher. I'm really sorry. I'm getting about a 15, 20 second okay, lag. There's no problem. If you can put it in the chat, that would help. I'm getting the blast stream 15 seconds after the other one, so it's very confusing. Est-ce que ce serait possible d'écrire la question dans le chat directement, s'il vous plaît? J'ai un petit souci de connexion. Merci. Right, I'm only on. Yes, I'm only on one. If you can just say that again, sorry, it's really.
Pourriez-vous répéter? Et c'est une dernière fois. I'm just saying that the topic of our scientific journey. Donc, le sujet de la journée scientifique du jour, c'est l'influence de la recherche lorsque l'on discute notamment avec les législateurs. Je me demandais donc, quelle est votre opinion concernant ce sujet? En tant que chercheur, j'entends. We can't hear you. On ne vous entend pas, Peter. Thing. It's the hardest. You can do your research, get it published, but how to then get that influencing policies is a whole different. En fait, influencer les politiques, c'est quelque chose vraiment de très différent que de publier un article finalement. Pour les 2 projets qu'on a fait, il y avait des études qui ont été faites au Kenya, en Tanzanie. On avait plutôt un bon modèle d'influence des politiques. Mais dans d'autres projets, eh bien, au tout début, en fait, on a des réunions dans le pays, donc sur site, avec les différentes parties prenantes. On discute un petit peu des différentes thématiques sur lesquelles on souhaite travailler, quel est un peu l'intérêt finalement du projet aussi, quelles sont les questions qui leur importent le plus. Et ensuite, on essaye d'adapter notre travail par rapport à ça. Et puis, on fait également, bien évidemment, une réunion, une espèce de débriefing, si vous voulez, des résultats de l'étude une fois l'étude terminée. Ça, c'est un peu la session récompense. Ils ont l'impression d'avoir participé au projet. Ils ont l'impression d'avoir été utiles, d'avoir aidé. On est capable à ce moment-là de répondre à leurs questions aussi. Et là, c'est très intéressant. Et je pense que c'est la meilleure façon, finalement, de pouvoir influencer les politiques grâce à ces modèles, grâce à ces méthodes. C'est très important de les inclure dans le projet dès le début, d'interagir, de discuter, de parler de la recherche, du projet, d'intégrer peut-être leurs idées et ensuite de faire un débriefing, de leur parler des résultats. Et ça a été très intéressant parce que c'est ce qui s'est passé justement au Kenya. Au Kenya, ça a bien marché. En Tanzanie, je dois dire que je crois qu'il y a eu pas mal de changements, un petit peu plus de difficultés. Mais pour moi, au Kenya, je pense qu'on a eu finalement pas mal d'influence, notamment sur les différents traitements à mettre en place. Alors évidemment, les choses peuvent changer très rapidement. Au Kenya, par exemple, on avait des parties prenantes qui étaient vraiment très intéressées par notre recherche. Et puis finalement, voilà, elle a changé de travail. On a donc perdu un peu le contact et puis on a perdu aussi un petit peu de financement. Donc comment garder le contact lorsque les gens qui sont impliqués dès le début finalement changent de travail entre-temps? Voilà, ça, ce sont des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais pour moi, vraiment, l'interaction, le dialogue, la discussion avec les différentes parties prenantes, c'est clé. Merci infiniment, Peter. Ernst wants to say something. Je pense que c'est vraiment la question clé là, dans toute cette session. Comment, finalement, on utilise toutes ces données qu'on génère pour faire un changement politique, finalement. Et je pense que dans un sujet comme la réduction de risque ou des autres qui sont présentés aujourd'hui, le vrai souci que le blocage est très souvent au niveau moral. Et donc, un des outils qu'on ait finalement, c'est les sciences. Et c'est pour ça, je pense que dans la réduction de risque, on a toujours une tendance de vraiment utiliser la recherche pour nous utiliser, comment tu dis, on a plus des outils pour la discussion avec les décideurs nationaux, mais aussi au niveau international, et avoir des discussions avec les bailleurs, les donneurs et tout. Et je pense que c'est une des raisons, quelquefois aussi, qu'on a certaines relations de collaboration, comme avec le Bristol University, où on comprend le même intérêt. Ce n'est pas les données pour publier, être content parce qu'on a publié, c'est vraiment une publication pour, derrière, faire un changement. Et voilà, donc pour nous, c'est vraiment la question qu'on pose même avant qu'on génère les données. Et après, comme Peter dit, c'est jamais très facile. Mais c'est tout à fait, sans cet outil, sans au final pouvoir dire, OK, c'est ça les faits, c'est ça les données, c'est beaucoup plus difficile d'avoir les discussions avec les décideurs. C'est parfait pour la conclusion. Merci, Ernst. Donc, thank you, Peter. Merci, Aurore. Merci, Peter. Merci, Élise. Nous allons, donc nous vous invitons à nous accompagner
juste à côté. La salle est à 3 minutes dans l'enceinte pour le repas. Nous nous retrouvons ici à 14 h. Pour ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, restez connectés. Bon appétit.